Voilà, les hommes gays, devenir gay ne règle pas le problème du sexisme. Bon, peu importe, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai l'impression que s'il y a bien... Alors, moi, je vais vous dire, on en parlera, je pense, avec Maïtena, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant, mais s'il y a bien un sujet, je trouve, qui est beaucoup plus tabou encore que l'homosexualité, c'est la bisexualité. J'avais vu ce truc de... un homme gay qui se fait bi, c'est comme si c'est un homme gay qui, en fait, renie son premier coming out. Et un homme hétéro qui fait son coming out bi, c'est comme si c'est quelqu'un qui n'avait pas fait le chemin jusqu'au bout pour devenir gay. Il y a un peu cette idée, des fois. Et c'est... j'ai l'impression que c'est un peu la double peine. J'en avais parlé avec un ami qui est bi, qui me disait, c'est simple, hein, quand je sortais avec un mec, j'étais gay. Quand je sortais avec une meuf, j'étais hétéro. Voilà. Dans la tête des gens, pour les gens. Je devais en permanence prouver que j'étais pas un agent infiltré ou que j'étais pas... voilà. Ouais, les bi, c'est pas vraiment des LGBT. Bah, désolé, hein, mais... Ouais, avec ce cliché du serial baiser. Ouais. Bon. J'ai eu cette discussion hier. On a eu cette discussion hier avec justement la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Dont je ne sais plus, je ne suis pas sûr pour qui il vote. Je suis même pas sûr qu'il vote d'ailleurs. On a fini et j'ai été très surpris positivement de son discours là-dessus. Il y a beaucoup de chemin à faire. La bisexualité, c'est aussi c'est aussi sous-entendu des polyamoureux, non? Bah justement non. Enfin, ça devrait pas. Incroyable nombre de mecs qui font des trucs avec d'autres mecs mais qui sont hétéros. Oui. Bah oui, oui. Mais ça coûte cher hein, de faire un coming out bi, je pense. C'est plus facile de rester dans une case hétéro curieux. C'est vachement plus simple. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, je pense que bi, ça veut dire aussi relation romantique à part égale entre les hommes et les femmes. Parce que ce n'est pas non plus en réalité théoriquement, quoi. Et il y a une vraie différence, c'est-à-dire qu'une femme va pouvoir se dire bi dès l'instant qu'elle aime embrasser une autre femme ou qu'elle aime lui lécher la chatte. Un homme se dira rarement bi s'il a déjà embrassé un autre homme ou s'il a déjà sucé une autre bite. En tout cas, de l'expérience que j'en ai. Notamment dans le milieu libertin. C'est pas compliqué le libertinage en ruralité. Bon, la plupart des libertins qu'on connaît, ils habitent dans les zones très rurales. Donc non, je pense pas. Ils en parlent pas tous avec leurs voisins, par contre. Mais vous savez que tous les clubs libertins, la plupart des clubs libertins sont souvent perdus, mais de la campagne. C'est quand t'as les gars qui viennent te dire que tu subis moins l'homophobie quand t'es bi. Bah ouais, non. T'es trop gay, mais pas assez. Ah, c'est fou, hein. T'es trop gay pour les non-gays, mais t'es pas assez gay pour les gays. Donc t'es pas assez gay pour pouvoir bénéficier quand même du peu de solidarité que tu pourrais avoir. C'est terrible. Non, bah, je sais pas, non, j'ai pas l'impression. Il y a aussi les hommes qui vont fétichiser les meufs trans. Oui, pour qui c'est une première étape vers l'homosexualité. Peut-être, oui. Si dans des couples exclusifs, la composante bi ne ressortira pas dans la pratique du couple. Bah, ça dépend qui. Ça dépend qui, ça dépend ce que tu fais. Par contre, je pense que quand t'es en couple exclusif,
ça coûte cher de faire un coming out. Un coming out bi n'est jamais compris quand t'es en couple exclusif. Il ne l'est jamais. Je pense, hein, vraiment. Ouais. Vaut mieux être dans la pratique et pas dans le discours, quoi. Vaut mieux rien dire à personne et faire. Dans ton côté, c'est beaucoup. Enfin, moi, c'est un truc qui m'avait surpris, c'est le nombre d'hommes mariés qui cherchent d'autres hommes mariés à sucer sur des forums, sur Reddit. C'est un délire. Il y en a énormément. Voilà, ils insistent bien sur le fait qu'ils sont mariés, etc., mais que leur femme ne leur apportera jamais ça. Souvent, elle n'est même pas au courant. Et juste qu'ils en ont toujours eu très envie, et ces gens-là ne se disent pas bi, hein. Jamais de la vie. Petit passé blanc pour certains, passé noir pour d'autres. J'avais un pote comme ça qui était malgache. Enfin, malgache. Il était demi-malgache. Son père, enfin... En gros, sa mère était une colon blanche missionnaire envoyée à Madagascar pour évangéliser les malgaches. Sur une sombre île au large de Madagascar, là. Et elle a ramené un malgache à la maison, en Haute-Marne. Et juste après, elle est morte du paludisme. Elle est tombée enceinte, elle a fait 2 enfants, et juste après, elle est morte du paludisme. Donc, c'est mes potes malgaches, mon pote malgache. Il avait été élevé par son père malgache. Sa mère, il l'avait quasiment jamais connu. Et lui était resté en Haute-Marne pour les éduquer à la française. Il leur avait jamais appris la langue malgache. Et ben, tout le monde le traitait de noir. J'ai raconté plein de fois ici. Les gens de ma classe l'appelaient Mamadou. Il s'appelait comme moi. Hein. Les gens l'appelaient Mamadou. Parce que donc il lui avait retiré son prénom et lui avait mis un prénom noir. Et par contre, quand il était à Madagascar, dans sa famille à Madagascar, il comprenait pas les gens et les gens l'appelaient le blanc. Classique, ouais, classico. Effectivement. J'ai jamais eu de relation avec une femme, il y en a pour me dire, bah comment tu sais que t'es bi? C'est pas une question d'avoir déjà eu des relations ou pas. Les hétéros, il y en a plein qui savent qu'ils sont hétéros, ils ont jamais eu de relation hétéro. Hein. Il y en a plein, ils ont jamais sorti leur bite, ils sont jamais fait sucer, et pourtant ils savent qu'ils ont très envie de sortir leur bite et de se faire sucer, quoi. Et ils les envoient en photo d'ailleurs à qui ne veut surtout pas le recevoir. Pourtant on va pas les voir, on va pas leur dire, bah qu'est-ce que t'en sais, je trouve c'est un mec que t'as envie qu'il te suce. Pourquoi forcément? Ça paraît stupide, hein. Ouais. Puis souvent, ce que je pense, ce qui jaillit chez les gens, c'est qu'il y a toujours eu une forme d'interrogation. Pas toujours. Mais il peut avoir eu toujours une forme d'interrogation. Et puis l'envie se révèle au cours du voyage. Voilà. Et en regardant du porno aussi. Vraiment. Du fait que j'avais dit que mon coming out avait été compliqué. Ah bah voilà. Moi, je pense que... Écoutez, c'est des conversations que j'ai déjà eues avec plein de gens. Je pense que souvent, le coming out bi est peut-être l'un des moins évidents. Parce qu'il est l'un des moins matériellement compris. Alors, je dis évident en termes de le faire comprendre aux gens ce que ça implique. Je pense pas que ce soit particulièrement évident de faire un coming out trans. Ça expose à énormément de problèmes. Mais je pense que les gens... Quand ils te voient changer de genre, vraiment, ils intègrent l'idée que tu as changé de genre, quoi. Même s'ils le refusent et que ça les indigne, physiquement parlant, il y a quand même quelque chose qui a changé, ça se voit. C'est difficile de détourner la face et de faire comme si ça n'existait pas. J'ai l'impression que, de ce que j'ai discuté avec des gens qui sont bi, c'est par contre faire comme si la personne bi ne l'était pas, c'est un usage absolument quasiment usuel.
Les hétéros honteux sur les applis comme Grindr, ils sont parfois dangereux après le sexe. J'ai l'impression qu'ils ont aussi des pratiques à risque, non? Ma tante a un très bon ami qui a grandi dans une famille très très chrétienne, évangéliste, intégriste, et lui-même voulait devenir pasteur. Et il a attendu la race de temps, mais ça y est, enfin, il a accepté qu'il était homosexuel. Et donc, pour assouvir ses envies et ses pulsions homosexuelles, qui sont évidemment interdites dans sa famille et qui sont absolument combattues de toutes les façons, ma tante m'expliquait que c'était beaucoup dans des parcs publics, sans protection, avec des gens, et après ça, se sentir sale, et à renier, et à fermer les yeux sur le problème, en fait, et du coup avoir des pratiques extrêmement risquées d'un point de vue sanitaire. Ma tante l'a très fortement conseillé, alors il est parti vivre à l'étranger et tout. Et ma tante l'a très fortement conseillé de se rapprocher d'une paroisse où l'homosexualité est autorisée, voire des groupes qui puissent être des chrétiens gays ou j'en sais rien, et lui il trouve que c'est dégoûtant, c'est contre nature. Mais en même temps, bah, c'est ses envies les plus profondes et il n'arrive pas à vivre avec, quoi. J'ai aucun problème à dire, j'ai des penchants gays, je consomme de temps en temps du porno gay. Sur le papier, ça me dérangerait pas d'essayer avec un homme, mais jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré personne qui pourrait me faire dire avec lui ok. Surtout, je me vois pas du tout en relation amoureuse avec un homme. Bah ouais, je comprends. Très bien. Un coming out à genre, c'est pire que bipan. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais là tu viens de rajouter. Une brique au-dessus du muret. Ouais. Après, agent, si je devais l'expliquer à mon daron, par exemple, il explose. Ouais, tier list des coming out, ouais, bien sûr. T'as envie que je me fasse. Tout à l'heure, je parlais de problème de. En ce moment, problème de. Ça marche moins bien en ce moment. Si je peux bien faire ça, je vais perdre le peu de public qui m'est fidèle et je vais peut-être en récupérer un petit peu, mais d'un public que j'ai pas envie d'avoir. Je pense que, bon. Je sais pas. Ouais, c'est pas simple. T'as un plan B? Bah, je sais pas. Peut-être je ferai de l'enseignement. Peut-être je me mettrai à bosser, je chercherai du boulot à Pôle emploi comme tout le monde. Hein. En communication, en agence, dans le tertiaire, sûrement. Dans l'enseignement, j'en sais rien. Je me démerderai. Je serai comme tout le monde. Hein. Lancer un média, une revue, ah oui, pour gagner de l'argent, bah oui. Non. Je manque un peu d'éducation sur le sujet, mais je comprends pas pourquoi s'encombrer de tant de catégories. Bah, beaucoup de gens, justement, alors précisément, beaucoup de gens que je connais qui ont des pratiques dans les faits qui sont des pratiques bisexuelles ont totalement abandonné le fait de devoir les caractériser. Mais ça prend souvent du temps. Du coup, ça demande beaucoup d'explications parce que tu dis non, je suis pas bi, mais ça j'accepte, ça je refuse, ça j'accepte, ça je refuse, ça d'accord, ça non, ça oui. C'est plus long, quoi. Académicien, c'est pour la retraite, ça. Se lancer dans le drag, avoir souvent ses tendances en plus. Il y a une hype autour de ça, j'en connais plein. Donc qui se lancent là-dedans.
Bernard Arnault, c'est l'Académie des sciences, mais oui. Tout à fait. Sciences et économie, ouais, ça. Je sais plus, il y a 5 académies, je les connais plus. Ouais, mais non, je pourrais faire plein de trucs. Bah, je ferais des trucs, hein, de toute façon, voilà, il faudrait bien que je fasse quelque chose. Moi, Moi, j'ai lâché l'étiquette. Les étiquettes. De toute façon, moi, pour l'instant, dans ma vie, quoi qu'il se passe, quoi que je puisse faire, je vous le dis, hein, c'est beaucoup trop inconfortable de lâcher l'étiquette d'homme blanc si c'est hétérosexuel. Pour que... pour quoi que ce soit. Déjà, mes parents, ils ont dû digérer le bail de Club Libertin. Bon, si je leur rajoute... si je rajoute des lignes au contrat, là... je vais vraiment me faire traiter de wokiste. Hein. Peu importe, mais enfin, c'est juste que c'est trop compliqué. Ça... Peu importe. Pourquoi t'as dû leur parler de ça? Parce que je le cache pas. Après, moi, ce que je vis, je le cache pas. C'est-à-dire... je leur ai dit, bah, je suis pas là. Désolé, samedi, je suis pas dispo, je sors. Tu sors où? Bah, je vais en club. Tu vas en club quoi? Bah, je vais en club Libertin. Ouais. Voilà, quoi. Non, mais j'ai pas honte. J'ai pas honte de fréquenter ce genre d'endroit. Et puis surtout, dès l'instant que j'en parle sur Internet, il y a de fortes chances qu'ils finissent par l'apprendre. Donc, ce que je dis sur Internet, je leur dis aussi, quoi. Ils l'apprennent pas par d'autres. Puis quand je dis mes parents, c'est mon père, hein, parce que mon père, ma tante. Je suis pas plus à ma mère, donc depuis très longtemps. Qu'une vieille photo sorte. Ouais, alors des photos, bon, ça, je me fais pas trop de soucis. Hein. Puis même si jamais il doit avoir des photos à poil de moi, bon bah, c'est long, gars. Écoutez, normalement, personne ne prend photo en club. Mais il y a des... Si jamais vous me croisez en club, et c'est déjà arrivé que des gens me reconnaissent en club, bah oui, il y a un moment vous allez peut-être me voir à poil, bon bah écoutez, c'est la vie, hein, vous êtes là aussi pour la même raison que moi, donc on a les mêmes pratiques, il n'y a pas de raison que, que moi non, quoi. Les tels sont interdits, oui. Ah putain, ça a freeze, attendez. Oui, les tels, selon le casier, hein. Ça arrive de plus en plus, hein. Ça freeze, c'est vraiment chiant. Une fois, ma femme a chopé quelqu'un en train de prendre des photos, elle a été le signaler direct. Hein. J'ai aucune expérience de ce qu'est l'amour parce que ça ne m'intéresse pas, donc pas de jugement, ou non, mais pas de jugement. J'ai l'impression qu'on se prend trop le chou pour savoir à quelle case on appartient. Parce que l'important, c'est pas de savoir qui on aime à un instant T, comme dans une société libérale, plutôt que quelle orientation. En fait, le truc, c'est que... En fait, pour toi, ça peut paraître anodin, parce que les gens qui peuvent vivre ton vécu, ou les gens, ou la société de manière générale, à peu près peut avoir un point de vue ou un vécu qui n'est pas très éloigné du tien, et où du coup tu peux t'identifier et tu peux avoir de l'empathie et tu peux avoir un lien quand même quelque part avec ces gens. Maintenant, demain, admettons, t'es une personne trans qui veut faire un coming out trans. Genre, t'es un homme à la base et tu veux devenir une femme et tu le deviens. C'est quand même super intéressant de pouvoir caractériser cette transition par un mot, définir les gens qui sont passés par là et que ces gens-là puissent s'identifier entre eux et en parler. Et c'est aussi à ça que ça sert de se mettre dans une case. Les cases, elles sont toutes imparfaites parce que ce sont des cases et que les cases, ce sont des façons de segmenter le réel. Là où dans le réel, il y a évidemment des continuums partout et des frontières nettes à peu près nulle part. Et le vécu de l'un n'est pas le vécu de l'autre. Pour autant, ça peut quand même avoir cette utilité
et cette pertinence de regrouper des gens qui peuvent être passés par des choses similaires pour qu'elles en parlent entre elles et pour que les gens de l'extérieur puissent aussi comprendre ce que c'est, quoi. Donc les cases sont de toute façon très imparfaites toujours, mais elles peuvent quand même avoir une forme de pertinence. Après, plus t'es dans un milieu et plus tu vas vouloir segmenter, recouper les cases en autres cases et resegmenter le réel plus finement possible. Toujours avec de nouveaux mots. C'est ce qu'on va faire dans un groupe militant lorsqu'on va parler d'un sujet très précis, mais c'est aussi ce qu'on va faire dans un métier pour parler d'une pratique de notre métier. Par exemple, la langue, pour les linguistes, elle est segmentée en plein de petits éléments qui ont chacun leur nom, chacun leur pertinence, leurs limites et leur porosité. Toi, ça te sert à rien au quotidien, ça sert aux linguistes. Et bah, les gens qui vivent dans un rapport particulier à leur sexualité ou à leur genre, qui vivent souvent avec des gens qui se regroupent et qui discutent de ça avec des gens qui ont les mêmes problématiques, les mêmes intérêts, et ben finissent aussi par segmenter le réel en de plus en plus petites cases, etc., qui effectivement perdent les gens autour. Mais le but, c'est pas que ces cases et ces termes soient maîtrisés par tous, c'est que ce soit maîtrisé par les gens qui en ont le besoin et l'intérêt. J'aime bien Emma Soso sur Twitter, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais je trouve son parcours de vie c'était assez intéressant. Oui, bah quand elle était passée à Fougères, on avait passé l'après-midi ensemble. J'ai envoyé un DM quand elle a dit qu'elle était dans le coin, et du coup on s'était vu. On avait passé l'après-midi avec ma femme et elle. On avait beaucoup discuté. De plein de choses. C'était très intéressant. Elle est pas à Fougères, elle habite pas à Fougères, mais elle est passée à Fougères. Et oui, après, on fait pas tous des coming out de tout. Par exemple, les gens qui sont... les hommes hétérosexuels qui sont sub dans le milieu libertin, dans le milieu BDSM, pardon, qui sont sub et bottom dans le milieu BDSM, personne n'a besoin de savoir qu'ils le sont. Et le dire et l'assumer publiquement dans un monde qui ne comprend pas ni ce que c'est le BDSM et voilà, si ça ton voisin ou pour qui le summum de la vie sexuelle c'est un missionnaire d'un quart d'heure tous les jeudis soirs, il va pas comprendre et en plus il va te juger. Voilà. C'est évident, hein. Sub, c'est pour submissive, oui. Non, fais pas un sexe social sans toi et je sais que tu viens pour me demander quand est-ce qu'on finit le stream pour quand est-ce qu'on part manger. C'est juste que la conversation a dérivé et des gens qui se posent la question de la pertinence de nommer les choses et de devoir en parler. Voilà. Donc, on évoque ça très rapidement, mais on a évoqué ça quand on a évoqué tout un tas de choses, tout un tas d'autres choses. Voilà. Ça parlait de coming out juste avant. Parce qu'avant ça parlait d'homonationalisme et parce qu'avant ça parlait de politique. Voilà. La conversation a dérivé. Je dois dire que tu me libères de quelque chose, je vais mieux aller, je pense. Je ne sais pas du tout de quoi je t'ai libéré, mais écoute, grand bien te fasse. Tant mieux. Moi j'ai nommé mon couple comme ouvert juste pour pas que mes amis se posent des questions face à mes plans cul. Après si t'es en couple ouvert, voilà. Ça parle tout le temps de politique ici, bah souvent ouais. Comment t'es venu l'envie d'aller en club?
On en a parlé dans un super best-of. Et il y a la VOD. Tu vois, sur le site de la VOD, tu tapes... je crois que tu tapes linguistique et libertinage, tu tombes dessus. D'assumer un kink. Vous savez, quoi que vous fassiez avec d'autres adultes consentants, si vous êtes vous-même consentant, ou s'ils avaient consenti de ne pas consentir, ça marche aussi. Si là, on est sur des zones un peu plus grises. Faites, hein. YOLO. J'ai pas grand mérite. Dans le modem, je sais pas. Je pense que les gens de droite baisent mal. Ils sont trop raides. Ils sont trop raides. Je pense qu'à gauche, la gauche est le camp politique qui pèse le mieux, c'est une certitude. Ils ont peut-être pas tous le plus de quantité à gauche, mais on a la qualité. Ouais, on parlait de ça notamment pour le RN, oui. On parlait notamment, oui, ça pour le RN. Si on baise. Ouais. Libertinage, c'est plus simple que le BDSM. Ah, ça dépend de quoi tu parles. Non. Ça dépend, vraiment. Est-ce que c'est plus simple pour toi d'échanger ton partenaire dans une relation vanilla, ou est-ce que c'est plus simple pour toi de faire des choses non vanilla avec ton partenaire? Ah, et moi je trouve que c'est pas évident, hein, ça va dépendre des gens. Hein. C'est pas un cliché? Bon, je pense pas que ce soit un cliché. Après, il y a plus de travail de déconstruction à gauche, et quand tu te déconstruis, t'es plus à même de t'autoriser d'explorer des facettes de ta vie et de ta sexualité que tu te serais interdit sinon. Ce qui est quand même générateur de frustration, quoi. Il y a quand même, dans le milieu BDSM, il y a quand même des gens bien ancrés à gauche. Moi, il y a des gens que je suis sur FetLife. Tiens, là, le phare. Vive le vent breton. Tu sais que j'ai compris pourquoi tu t'appelais Ekmul. Dans une question... une question de Samuel Etienne à question pour un champion. C'est du coup le phare d'Ekmul. Mais je connaissais pas le phare d'Ekmul, moi. Qui a un autre nom, d'ailleurs, en breton. J'imagine. À droite, il doit y avoir des kings de domination hors normes. Il y a beaucoup de mauvais dominants, ouais. Il y a beaucoup de gens qui font... En fait, pour être un bon dominant, il faut avoir beaucoup d'empathie. Faut pas faire le gars. Faut être à l'écoute. Libertinage plus en surface, alors que BDSM c'est poussé. Ouais, moi c'est mon avis aussi, hein, mais bon, c'est sûr que là-dessus on va avoir le même. On en parle tous les jours, donc oui, voilà, mais... Ah non, dans aucun monde, je te donne mon FetLife. Hein. Déjà parce que j'ai pas envie que les gens de ce chat voient ma bite, pour commencer. Et parce qu'il faut quand même savoir maintenir des frontières entre sa communauté et sa vie privée. Vous ne m'en voudrez pas. Hein? Donc, désolé. Désolé pour vous. FetLife, ouais, FetLife, c'est le... C'est le Facebook du BDSM, on va dire. Bah, être sur FetLife, ça n'engage en pas grand-chose. De se dire que... En plus, ça fait un moment que je suis pas vraiment allé sur FetLife. Il y a beaucoup de membres de l'élite qui ont le kink d'être dominés pour inverser les positions. Il y a beaucoup aussi de gens qui ne sont pas membres de... Moi, je me demande à quel point c'est un cliché, honnêtement, aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai longtemps cru, en fait, je me demande si c'est pas juste ce qui attire l'attention. Il y a aussi beaucoup d'hommes puissants qui aiment être dominants sexuellement. Puissants, je veux dire, dans la société, qui ont du pouvoir. Qui aiment être dominants sexuellement, peut-être un peu trop, peut-être un peu, des fois, de manière un peu pathologique. Pour
des raisons qui sont en dehors des raisons sexuelles, mais bon là on va rentrer dans la psychiatrisation des kinks et des envies sexuelles, donc c'est quelque chose de particulier, et comme il y en a qui aiment lâcher prise, donc, puis il y en a qui aiment les deux, puis en fait est-ce que c'est vraiment une question de puissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dans une... Parce qu'en fait moi j'ai aussi entendu l'inverse, ah bah les gens qu'on ont toujours pris plein la gueule, ils aiment être dominés au lit parce que ça leur rappelle leur place dans la société parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. Ou alors, ils aiment être dominants parce qu'ils aiment se venger de la situation qu'ils ont actuellement. En fait, j'ai l'impression que dans toutes les configurations, on trouve une explication un peu à l'emporte-pièce pour expliquer des choses qui des fois sont quand même un peu plus complexes. Et des fois, n'ont pas nécessairement de rapport. Voilà. Donc je suis pas certain que ce soit extrêmement pertinent de réfléchir comme ça. Ou ça se trouve, il y a vraiment une corrélation. Mais j'ai pas du tout... j'ai jamais lu d'études scientifiques en rapport avec ça. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. En vrai, si, on pourrait sociologiser le truc. Mais il faut le faire sur du concret, quoi. Faut le faire sur des chiffres, faut le faire sur des études de cas, des études de terrain. Et ça, pour le coup, s'il y a bien un constat qu'on peut faire, c'est que c'est assez peu étudié en profondeur, ce genre de choses. FetLife n'est soi-disant pas un site de rencontre. C'est un site de rencontre. Quand même. Moins que Libertic. Libertic, c'est vraiment un site de rencontre. FetLife, c'est quand même moins un site de rencontre. Nous, on a rencontré beaucoup moins de gens via FetLife. On a interagi avec beaucoup moins de gens via FetLife que via Libertic. Mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Je fais mon coming out sapiosexuel. Putain, j'ai vu qu'il faisait ça dernièrement. Gad Elmaleh. J'ai rencontré ma compagne dessus, bah voilà. J'en en connais des gens qui se sont rencontrés dessus. En même temps, quand t'as vraiment une grosse synergie... alors oui, juste pour revenir, je disais que sur FetLife, il y a des gens qui mettent littéralement des pamphlets politiques. Hein. Parce que pour eux, et ça nous est déjà arrivé de parler avec des gens qui nous expliquaient, bon par contre moi, en gros le BDSM c'est le prolongement de mes idées politiques, ça va ensemble, je vais te dire direct, moi c'est important ça. Bon souvent ce sont des gens de gauche radicale. Je vais pas vous mentir que souvent je suis pas en profond désaccord. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise, bon moi par contre je suis dans le BDSM, mais par contre c'est le prolongement de mes idées politiques, je veux que tu te déguises en noir, que tu mettes des chaînes et que je te fouette. Comme si j'étais à Maton en Guadeloupe au XVIIe siècle. Ça ne m'est jamais arrivé. Je dis pas que ça n'existe pas, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, que des gens te disent par contre, moi, ça fait partie du travail de déconstruction, de machin, etc. Oui, ça, c'est arrivé plusieurs fois, oui. Une partie des gens, nous, qu'on a rencontrés en club, ou sur FetLife, ce sont des gens avec qui on a été ensuite à des réunions politiques. Dans notre cas. Moi et Maïtena. Donc, c'est marrant, voilà. Ça, je pense que c'est pas grand chose de le dire, mais nous, une des personnes qu'on a rencontrées sur FetLife, alors quelques semaines après l'avoir rencontré, on lui a dit qu'on allait à la fête de l'UMA, il nous a demandé s'il pouvait venir avec nous, on l'a ramené à la fête de l'UMA. Allez hop. Comme il est pas vraiment de gauche radicale, mais qu'il est un peu de gauche socialiste, ça lui faisait pas de mal. Donc c'est sûr que dans le BDSM, j'ai l'impression quand même que la gauche est mieux représentée. Ouais, en parlant du... on a des amis qui... Bah moi, une bonne partie des c'est bizarre de le dire comme ça, mais je pense que la moitié de mes sources politiques, aujourd'hui, dont je vous fais part ici, ce sont des gens... Ce sont des cul nus, quoi. C'est des cul nus. C'est des gens qu'on connaît de milieu libertin. Ou BDSM. Ou voilà. Beaucoup de personnes queer aussi, oui. Carrément. Il y a cette hypothèse, alors c'est vrai qu'on en parle, Maïtena, il faudrait qu'on fasse peut-être un focus là-dessus, mais le lien entre l'autisme et le BDSM a l'air d'être quelque chose d'assez... pas évident, mais qui revient. Voilà, qui revient souvent. Quand même.
Parce qu'en fait, le BDSM, c'est aussi une autre façon d'appréhender la sexualité qui pose un rapport au corps particulier, un rapport aux émotions, un rapport à la sensation, aux sensations, à la sensorialité qui est particulier, qui peut en cela tout à fait convenir à des personnes autistes. Et moi, je vais pas vous mentir, on ne dira jamais ici ce qu'on fait, mais ça te force, le BDSM te force tellement à discuter, à en parler, à maintenir des conversations ouvertes, à ne jamais rien tenir pour acquis, mais en même temps à te découvrir d'une autre façon qu'aujourd'hui, ce serait probablement difficile de faire faire comme si tout cela dans ma vie, moi, n'avait jamais existé. Tu peux retirer le Histonie BDSM de ma tête. Et toi, peux-tu le retirer de la mienne, maintenant? Ah, s'il te plaît. C'est vrai qu'on est dimanche, hein. On pourrait parler ça, on est dimanche. Ça va revenir, sexe social, ça va revenir. On fera, comme on l'avait promis, je pense qu'on fera de la radio libre aussi. À la base, je voulais le faire après avoir installé mon salon, le salon, dans les décors, etc. Mais on le fera avant. Ça a l'air de vous plaire, et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à raconter ici. En tant qu'autiste, le sexe vanilla me donne l'impression de me faire baiser et d'être toute seule, et ça me rend triste. Le BDSM avec un partenaire sain, j'ai l'impression qu'on s'occupe de moi et qu'on me prend en compte. Je me sens pas seul. Non, mais je comprends très bien ce que tu dis. Et moi-même, je trouve que le sexe vanilla a souvent peu d'intérêt. Et après, moi, ce que je cherche dans une relation sexuelle, et je pense qu'en vrai, on est beaucoup plus dans cette situation qu'on ne peut le croire, c'est la connexion avec quelqu'un, c'est des choses à raconter, c'est un bon moment, c'est pas les sensations, c'est pas des sensations strictement corporelles, c'est beaucoup des sensations émotionnelles, quoi. C'est vraiment beaucoup des choses qui se passent entre toi et quelqu'un, ça passe beaucoup par l'empathie, en fait. Ça passe beaucoup par l'empathie, je pense. Voilà. Bah c'est bien, tu vas pouvoir nous préparer tout ça. Madame qui fait de la sexologie, qui a fait de la psycho et qui veut faire de la santé publique, et ben vas-y, ça te fera un sujet très intéressant à explorer. Et à nous faire explorer. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'en parlais hier, c'est marrant, mais comme je l'ai dit plein de fois ici, ça ne m'a jamais attiré de devoir à tout prix serrer une meuf pour serrer une meuf et me dire putain, je l'ai eu, je la rajoute à la liste, m'en vanter et me sentir fier. Et avoir l'impression d'avoir réussi et d'avoir du coup fait quelque chose pour lequel mon temps a été bien dépensé. Honnêtement, à tout moment de ma vie, j'ai préféré jouer à World of Warcraft plutôt que Suicide Voix. Vraiment. J'aurais posé la question. Vanilla, ça veut dire de base. Vanilla, c'est dans le sens tout le monde aime la vanille. Par exemple, quand on parle d'un jeu vanilla, c'est un jeu sans mode. C'est un jeu sans mode, par exemple. Si tu joues à WoW... et après WoW Vanilla, ça a été de jouer le jeu de base tel qu'il existait à la base. Le sexe Vanilla, c'est... mais je crois qu'il y a une point d'exclamation Vanilla. Non ? Ouais, voilà. C'est la sexualité dite conventionnelle ou normative. Il s'agit souvent d'une sexualité classique orientée autour de 2-3 positions habituelles pénétratives. On va dire le missionnaire, peut-être la levrette, voilà. Hein. La fréquence moyenne d'un rapport en France, 1 ou 2 fois par semaine, voilà, quand les enfants sont couchés. Dans le cas d'un couple homosexuel, ça se réfère à une vie sexuelle sans pénétration et construite autour de caresses mutuelles, puisque le sexe pénétratif, chez les homosexuels, n'est pas la norme. C'est un cliché. Vanilla, ça devient pas de Magic the Gathering? Peut-être. Je ne sais pas.
Donc moi, le sexe vanilla m'a toujours un peu ennuyé, et pour moi, c'était quelque chose de performatif. Bah, j'ai fait, hein, forcément, toute une partie de ma sexualité était une sexualité vanilla. Et c'était une partie extrêmement performative, où je ne dirais angoissante, source d'anxiété, et source d'assez peu de satisfaction, corporellement parlant pour moi. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc du coup, il fallait faire ce qu'il fallait faire, parce que c'est ce qu'on nous disait qu'il fallait faire, et c'est ce que tout le monde se dit qu'il faut faire pour que tout le monde soit content. Et ensuite, il y a eu Maïtena, la femme de ma vie, tout a changé. Elle m'a corrompu. Non, elle m'a pas corrompu. On s'est corrompu mutuellement d'envie qu'on avait déjà. Voilà. Parce que... Elle, je ne sais pas, mais moi, c'était mon cas. Mon ex n'était absolument pas prête à ce qu'on puisse aller où que ce soit dans cette direction. Le BDSM est moins performatif. Ah bah oui. Oh là oui. Oui, oui, oui. Le souci de la performance, en tout cas, est beaucoup moins présent. L'échec est omniprésent dans le monde du BDSM. Les échecs sont omniprésents, tout le temps, à tout instant. Et c'est ce qui fait que t'es obligé de discuter pour savoir ce qui fait que ça n'a pas été, pour que ce soit mieux la prochaine fois. Le BDSM, c'est une construction de long terme. Par nécessité, là. La scène ultime que tu as envie de voir dans ta vie de BDSM, c'est pas la première que tu vis, c'est celle que tu es obligé de construire avec le temps, à force d'échecs, et donc du coup c'est aussi un moyen de travailler sur ses émotions et d'apprendre de ses émotions. Il y a des choses où nous, ce qui s'est passé, moi qui m'ont pas plu, mais c'est pas parce que quelqu'un avait fait quoi que ce soit de mal, c'est juste parce que des fois, entre ce dont tu penses avoir envie et ce qui se passe, et comme tu vis les choses, bah il y a un monde. Et puis des fois, la configuration n'est pas idéale, et puis des fois, t'as passé une mauvaise journée, et puis voilà. Et tout ça fait que t'es pas dans le moment, et c'est compliqué dans le BDSM quand t'es pas dans le moment, et donc, du coup, après, tu dois en discuter. Des fois, c'est un peu dur. Mais t'en sors toujours grandi, c'est que moi, je trouve que c'est un parcours qui est vraiment cool. Et c'est pas, ça ne met pas en péril ta relation. Il y a ce côté sécurisant, quand même. J'aurais du mal à aller dans un club parce que c'est plein d'inconnus, je suis à l'aise que quand j'ai discuté un minimum avant de me dire que j'y vais. Ah bah nous aussi, on fait pas ça avec les gens, on fait pas ça avec le premier venu non plus. Hein. Ah, voilà. Par souci de performance. J'ai lu ton message, juste lu à la fin. Bah, faut pas... Alors, il y a des gens dans le BDSM, ils ont des CV longs comme le bras. On en connaît. On en connaît un qui habite pas très loin d'ici, il a plus de 50 ans, je crois qu'il a 52, 53 ans, il a tout fait depuis le début. Donc il a un... Voilà. Mais ça a été beaucoup pour lui des moyens aussi de s'explorer et de cibler, peut-être même un peu sur le tard, ce qui vraiment lui faisait plaisir. Fred, non pas Fred. Merci Zefnero pour le sub, le T2, merci. Mais il y a... Comment dire? Il faut pas... Je sais que... Bon, je te jette sous le bus, hein, désolé, hein, si on parle pas trop de nous, mais je sais que parfois, Maïtena, toi, Maïtena ici dans le chat, tu as peur, pour des histoires de performance, de ce que tu pourrais faire, ne pourrais pas faire, dire, ne pas dire, parce que tu as peur de pas être à la hauteur, et des fois, même toi, par rapport à ton expérience, tu la minorises parce que tu considères que ça fait pas assez longtemps qu'on est dans ce milieu, etc. Mais comme on en discutait hier, et que les gens avec qui on en discutait, c'est les différentes expériences et les types d'expériences qui font l'expérience au global. C'est pas... tu vois... c'est pas... si tu fais 20 ans de la même chose, bah, t'as une expérience dans une chose. Tu la maîtrises peut-être bien, t'as peut-être vu tous les contours, mais voilà. Ah oui, bien sûr qu'il y a des gens très problématiques dans ce milieu, il y a des gens problématiques dans tous les milieux. Évidemment, ça peut avoir des répercussions dans le BDSM qui sont très importantes, peut-être plus qu'ailleurs. Mais là, il y a aussi un apprentissage
quand on rentre dans le milieu du BDSM, un apprentissage de la communication, du consentement. Le BDSM, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire sans consentement, sans discussion préalable, donc sans consentement, ce n'est pas possible. Et oui, les hommes soumis et les femmes dominantes, des discussions que j'ai pu avoir, j'ai l'impression, se sentent moins légitimes que lorsqu'il s'agit d'un homme qui prend le parcours de domination ou d'une femme le parcours de soumission. Parce que ça va à contre-courant de ce que la société te donne comme rôle. Mais ça ne veut pas dire que que tu n'as pas d'expérience ou que tu es ridicule si jamais tu vas à contre-courant. C'est juste que aussi tu as moins de modèles sur lesquels t'appuyer et c'est vrai que l'inconnu est plus grande. Les clubs libertins, il y a à boire et à manger. On a fait une vidéo où on a parlé, il y a à boire et à manger. Je pense que ce qui est important, il faut pas jeter le milieu libertin sous le bus, mais par contre, il y a des clubs qui sont pas recommandables. Et du coup, ils ont un public de gens pas recommandables. Ça, c'est bien sûr. Et donc, du coup, il faut aller dans les bons clubs. C'est pour ça qu'il faut parler avec des gens qui vont dans des clubs aussi. Et des fois, la première expérience, c'est vraiment pas bonne. Hein. Le BDSM est lui-même illégal en France. Je suis pas sûr que tu aies une loi qui dise qu'une femme n'a pas le droit de taper sur les couilles son mec s'il lui demande, ou qu'une femme n'a pas le droit de se prendre une gifle si elle lui demande à son mari et qu'elle en a très envie. Je suis pas sûr qu'il y ait des lois très précises là-dessus. Par contre, c'est un risque. Il y a des pratiques à risque. Ça, c'est sûr. À risque d'un point de vue légal et d'un point de vue corporel, quoi. On a déjà entendu des histoires là-dessus. On peut pas mettre le feu à quelqu'un qui ne le veut pas, et si jamais tu décides de lui mettre le feu et qu'il veut que tu lui mettes le feu, il faut que tu prévois comment tu éteins le feu, quoi. Parce que si la personne elle brûle, elle a toutes les raisons d'aller au tribunal, te poursuivre et de gagner. Bien sûr. C'est un cas un peu extrême, mais c'est pour schématiser, je pense que c'est facile à comprendre. Après, il faut pas se lancer dans des pratiques sans savoir ce qu'elles impliquent et sans avoir mis en place des moyens de se sécuriser et de se protéger. Voilà. Mais oui, par contre, il y a dans le milieu... nous, on a déjà entendu parler souvent des hommes dominants. On en a parlé, pas que. On a eu le cas d'une femme dominante aussi. Hein. On a même surtout eu, nous, en d'expérience, le cas d'une femme dominante, qui était vraiment, vraiment en dehors des clous. Vraiment peu recommandable et vraiment avec des pratiques vraiment très à risque, très, très craignos. C'est sûr que ça peut arriver. Ça, ouais. Pof, t'es Charles Z et t'as pas prévu de quoi éteindre le feu. C'est courant car les femmes dominantes sont tellement demandées. Il n'y en a pas beaucoup, enfin il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même beaucoup de femmes se disent switch, mais souvent quand les femmes se disent switch, on les voit plus dominées que dominantes. Et ouais. C'est arrivé le fireplay qui dégénère? Oui. Bah, je sais pas si c'est une question, mais nous, oui, on connaît une anecdote en rapport avec ça, oui. Des pratiques peu recommandables dans le sens où c'est pas clair niveau consentement. Bah, par exemple, tu fouettes pas quelqu'un qui l'a pas demandé. Tu griffes pas quelqu'un qui t'a pas demandé. Tu mords pas quelqu'un qui l'a pas demandé. Enfin, ou dont tu n'es... Quelqu'un dont tu n'es pas sûr, ou à qui tu vas pas parler au préalable. Enfin voilà. Et là, ouais, c'était une personne qui faisait pas attention à son environnement et qui fouettait d'autres gens sans s'en rendre compte. Et qui avait des paroles et des façons de s'adresser aux gens qui étaient vraiment pas cool. Genre, personne qui a dit à Maïtena, qui lui a dit vraiment en mode, vas-y, moi je te fais ce que tu veux. En gros, moi je fais moi je suis une dominatrice, je fais ce que je veux, et toi t'as qu'à obéir. Et ben en fait non. Toi et moi, on n'est pas dans une relation de domination en fait. Toi et moi, on se connaît pas. Tu fais ce que tu veux avec les gens à qui t'as décidé que tu fais ce que tu voulais, mais pas avec...
Enfin bref. Je commence à avoir le fond du nez bien sec. Il va bientôt falloir qu'on aille mettre du coca là-dessus. Ouais. Et après on nous a dit oui mais c'est quelqu'un qui va pas bien en ce moment, c'est quelqu'un qui ceci, c'est quelqu'un qui cela. Bon. Donc après oui, comme dans tous les milieux, il y a des gens qui sont là aussi pour de plus mauvaises raisons ou qui veulent plus sauter des étapes un peu trop vite. C'est vrai que dans les boîtes libertines ça se drogue beaucoup. Nous, moi, de tout ce que j'ai vu, de toutes les fois où on a été en club, on a entendu parler qu'une seule fois d'une personne qui avait pris de la coke. Et qui l'avait fait de manière discretos, parce que si elle se faisait choper par les patrons, c'était so long. Mais moi, j'ai vachement moins vu de drogue dans les soirées libertines que j'en ai vu dans les soirées du youtubeurs, que j'en ai vu dans des soirées à Paris, des gens un peu de la haute, etc. Hein. Vraiment. Et encore, toi, quand tu dis que tu te drogues, tu fumes de la bœuf, quoi. Grosse drogue, hein. Incroyable. Ça boit même pas tant d'alcool que ça, avec le libertin. Déjà parce que ça coûte la race. Ça coûte super cher. Ça n'empêche pas de bander la coke. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, oui. Après, si on a vu un vieux sous acide une fois. Il devait bien avoir 70 ans. Il était à poil, il avait la goutte qui lui pendait de la bite, c'était dégueulasse. Mais il avait l'air d'être à fond. Est-ce que les préservatifs coûtent plus cher en Club Libertin? Les préservatifs sont gratuits en Club Libertin. Les préservatifs, le lube, le désinfectant, les lingettes, ça c'est gratuit. Toutes les catégories d'âge se mélangent. Je pense pas. J'en sais rien. C'est pas rare d'avoir des gens de 30 ans qui baisent avec des gens qui vont peut-être avoir jusqu'à 50 ans. C'est pas rare. Je dis pas que c'est peut-être pas la norme, mais c'est pas rare. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes mettent quand même comme barre max 40 ans, quoi. Il y a des distributeurs de gel lubrifiant dans les clubs. Ça dépend des clubs, mais non, souvent c'est des petits sachets. Des petits sachets que tu ouvres là. Les unidoses, voilà, merci, putain, je connais le mot. Les unidoses. Là où on va, nous, dans l'espace BDSM, je sais pas si c'est encore le cas, il y a même les gants. Même des gants noirs. Comme le ketchup chez McDo. Belle transition, ça. Belle transition parce que je vais bientôt devoir vous laisser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des digues? Non, ça j'ai jamais vu. Jamais vu de digues. Des gants jetables, oui. Après, nous une fois on a demandé de l'huile de massage et ils s'étaient gourés dans le truc qu'ils avaient acheté et c'était un truc faire un gommage, un truc abrasif. C'était je sais plus comment ça s'appelle ça, du scrub là, non du. C'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Du gommage, c'est ça. Les trucs de hammam là, parce que c'était écrit truc pour hammam, machin, etc. Mais c'est des trucs de. En fait, il faut déjà que t'aies la peau humide.
Ouais, c'était pas... Pas faux. Après, le meilleur, la meilleure huile, on pourrait vous faire un... Souvent, on fera une tier list des meilleures huiles pour le cul. Le top 1 étant l'huile de coco. Gel hydroalcoolique à la place du lube. Hier, on nous a raconté l'anecdote de quelqu'un qui avait fait à manger des poivrons et qui avait mis du piment dans un plat, qui s'était mal lavé les mains, qui avait doigté sa meuf après, qui avait eu le feu à la chatte. La chatte on fire. Et du coup, travailleuse du stream, tu es TDS? C'est un jeu de mots? Travailleuse du stream, travailleuse du sexe? Je sais qu'on en a déjà... Parce qu'ici, alors je suis désolé, hein, je vais pas passer les castings. Ici, on a déjà rejoint, on a déjà eu toute une discussion avec quelqu'un qui était camgirl. Mais je sais pas si tu serais intéressé pour venir parler de ton travail. Si tu pratiques en vrai, matériellement parlant. Je travaille au corps. Les gens, tout le monde n'est pas à l'aise, mais j'en profite pour recruter. On a eu des interactions un peu pénibles, il y a quoi, il y a une semaine ou deux, sur la question du travail du sexe. C'était... des gens qui pensent qu'on ne peut pas être de gauche et pour le travail du sexe. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si certains d'entre vous étaient là. Mais c'est un sujet... pas un sujet neutre, quoi, politiquement parlant, à gauche. Entre les gens de gauche, je veux dire. C'est pas un consensus. Moi, je pense surtout pour des questions de génération, mais... Forcément, ça déborde de part et d'autre. Voilà. La dernière fois, c'était un peu... bon... Je vais dire, je comprends les gens qui seront à Bolo au regard du combat historique de ce qu'a été la gauche et par tradition dans ce combat. Je comprends pas pour les gens qui sont renseignés, par contre, qu'on puisse l'être. Voilà. Je comprends, structurellement parlant, d'où ça vient. Je pense par contre que ouais, quand tu suis un peu le truc, que tu tires le fil, c'est assez difficilement justifiable. Ah oui, c'est la musique de... Mais c'est pas la musique de cette extension? Ah si, Dornogal. Ah oui, c'est la musique de Dornogal. Bien vu. Il y a, je sais pas, à peu près un tiers des gens, peut-être. Un peu moins, peut-être, qui étaient... Ouais, qui sont plutôt... S'ils sont pas à Bolo, en tout cas, ils sont... Ils ont une position de statu quo sur la prostitution qui, du coup, n'est pas une position de normalisation du travail du sexe ou de régularisation des travailleurs ou des travailleuses du sexe, c'est sûr. Parce que le statu quo reste du coup de rester sur une position qui peut paraître neutre, mais qui est en réalité profondément hostile au travail du sexe. Hein. Très très hostile. Hein. La législation française est vraiment très coercitive malgré tout quand même aujourd'hui. Hein. Vous avez une pote qui est escorte comme travail du stream ici peut-être, qui vous file 10 balles pour vous payer un café, vous êtes proxénète, hein, aux yeux de la loi. Et c'est le proxénétisme, c'est 10 ans d'emprisonnement. C'est genre... c'est... Voilà. C'est devenir proxénète, dans le modèle français, c'est très facile. Selon la loi française, c'est vraiment très facile de devenir proxénète. Merci à votre 51. Vous louez à une chambre d'hôtel à quelqu'un qui est TDS, vous lui prêtez votre voiture, vous la dépannez, vous l'hébergez, vous êtes proxénète. Voilà.
Bon, je vous envoie chez Mister Gege. Moi, je vais manger. On se voit mardi à Toulouse à 18h30. Et puis on se voit ici jeudi soir. Peut-être pas à 22h, peut-être à 23h. Ça va dépendre de l'heure à laquelle je rentre. Suivez sur le Discord, il y a les notifs. Alors je vais calmer un peu les notifs des VOD. Hein. Effectivement, les everyone toutes les 3 fois par jour, on va arrêter. Mais par contre, je vais le garder pour les vidéos de la chaîne principale. Peut-être les best-of quand même. Et... ou pas, ou je sais pas. Mais en tout cas, je vais... Suivez bien. Suivez ça là-bas.